Hi everyone, a very warm welcome wherever you are. Good morning, good afternoon. My name is Megan Deeney. I'm the technical manager for this session on resilience, vulnerability, human and planetary health, which will be chaired by Mark Lundy. Thank you for taking part in ANH 2022. And we look forward to a really robust and interactive session today. So a quick reminder that everything you might need to access the conference materials and programme can be found on the ANH Academy website at anhacademy.org/ANH 2022. Thanks very much, and over to you, Mark. Okay, thank you so much, Megan. It's a pleasure to be here with all of you today. Good afternoon, evening, morning, wherever you are on the globe. Today we have a very exciting session entitled the Resilience, Vulnerability. Aujourd'hui, nous avons une session très intéressante, l'ANH 2022, la conférence recherche, résilience, vulnérabilité, santé humaine et planétaire. Nous allons suivre 6 présentations. Nous prendrons une petite pause après les 3 premières sessions. Et nous terminerons avec les 3 dernières. Nous aurons également une session de questions-réponses à la fin de notre session. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la messagerie. Nous avons Annette également de l'Université d'Ouganda. Annette, elle va parler des questions de sécurité alimentaire dans la perspective Covid et la sécurité alimentaire. Une présentation de Mélanie du Soudan en France. Elle va parler de l'évaluation des questions de sécurité alimentaire en zone de conflit. Ensuite, une présentation du Kenya sur la sécurité alimentaire dans le nord du Kenya. Et de plus, nous prendrons une petite pause et ensuite nous aurons un certain nombre de questions de clarification avec 3 autres présentations de Niomé Saville, l'Université de Londres, l'Institut pour la santé mondiale, sur les travaux de la sécurité alimentaire climatique. Christy Reynolds de l'Université de Londres concernant la comparaison et l'impact écologique. Et ensuite, pour terminer, Lilia Meshenanka, l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni, sur les fertilisants et les engrais dans les pays à revenus intermédiaires. J'aimerais maintenant passer la parole et le micro à Annette. Annette, si vous pourriez, s'il vous plaît, nous proposer votre présentation. Nous avons 8 minutes pour chaque présentation. Je vais donc essayer de suivre la montre, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre respect du temps. Merci beaucoup, Annette. Un grand merci, Marc. Et Annette Adong. Je proviens du Centre de recherche et de développement, l'Université de Bonn. Je travaille sur la sécurité alimentaire. Je travaille au sein du Centre de recherche à Bonn et je suis Imana Fellow Round 6. À titre de présentation, la résilience et de pouvoir d'être capable de garder un certain bien-être et être capable de gérer le risque. De plus, beaucoup de discussions, de littérature a été proposée concernant la mesure de la résilience. Elles sont à l'écran à ce titre. Donc, ces questions de est-ce que l'on peut utiliser les indicateurs pour travailler sur la résilience et la dynamique qui est liée, mais également très compliquée. Et comment est-ce que l'on peut utiliser les différentes méthodes, approches pour mesurer le concept dynamique de la résilience. De plus, il y a certaines méthodes universitaires, mais également sont très intéressants dans le cadre de méthodes qualitatives qui doivent être utilisées et intégrées avec des mesures quantitatives. Donc, la méthode, le système de mesure que nous avons utilisé pour gérer est une mesure d'analyse. Cela a été présenté par l'Organisation pour la sécurité alimentaire en Palestine et en Kenya, mais en 2013.
Cela a été géré. Beaucoup d'études qui se basent sur ces outils dans le contexte de l'Ouganda, du Sénégal, également dans la bande de Gaza. Des travaux ont été fondés sur la sécurité alimentaire. Il y a également d'autres chaînes. D'ailleurs, il y a des travaux sur la résilience qui sont très importants dans le cadre de l'analyse factorielle afin de mesurer l'indice de résilience. Il y a beaucoup de méthodes et d'évaluation de qualité afin de comprendre le concept de la résilience. Donc, les objectifs de notre travail, de nos études, est en fait d'essayer de valider la méthode sur laquelle nous travaillons. Et par valider, je souhaite expliquer que doit être utilisé de manière la plus précise possible afin de mesurer la résilience. Donc, la question, à mon sens, est pourquoi nous concentrer sur ce genre de données? Parce que la plupart des études et la littérature qui est disponible utilisent principalement des données annuelles pour les différents piliers de travaux. Mais pour cette étude, nous allons essayer de voir si nous pouvons également prendre en compte, afin de mesurer la résilience, avec des données à basse fréquence, une collecte des données et des outils tous les 2 ou 3 mois plutôt qu'annuellement. Donc, nous essayons de voir, parce qu'au sein d'une année, il peut y avoir des changements, des chocs, des mécanismes disruptifs. Voilà pourquoi il faut essayer de réaliser ces études tous les 2 ou 3 mois. Et il peut également y avoir des remises, pas simplement des chocs. Il est donc très important de mesurer les changements, d'encourager la résilience et les changements. Donc, nous essayons de corroborer ces données et les mesures de résilience en utilisant, mais nous essayons également, il y a également d'autres facteurs. Nous avons donc le cadre conceptuel de nos travaux. Donc, ce cadre RIMA 2, dans le cadre des estimations, avec un changement entre les différentes périodes, tous les 2, 3 mois jusqu'à une année. Mais nous avons également des piliers qui sont très importants, qui ne sont pas toujours observés, mais qui peuvent être construits à travers des variables d'observation, avoir accès à des infrastructures également. Nous avons également des piliers sociaux également. Et dans le cadre de mes estimations, nous avons incorporé un certain nombre de stratégies, la résilience, et nous allons voir à ce titre et si nous pouvons utiliser. Nous avons donc rassemblé un certain nombre de données 6 fois pendant l'année, et nous avons noté qu'il y avait des variations. Par exemple, si nous avons à ce titre un certain nombre des standards qui sont disponibles et qui peuvent affecter les foyers les plus vulnérables, et notamment tout ce qui peut affecter les foyers les plus vulnérables, la sécheresse, les pluies notamment. Mais lors du prochain graphique, de plus, il y a des foyers, et c'est en bleu d'ailleurs, ne pourront pas toujours faire face au choc. Il y a à ce titre des mécanismes pour parfois la vente de leurs biens les plus précieux, les biens de consommation, et également avoir accès à des nourritures qui sont assez faibles en termes caloriques et en termes qualitatifs. Cela donc sur la nutrition. Donc la différence entre les piliers 1, 3 et 6, et nous avons construit à ce titre un certain nombre de piliers dans le cadre de nos outils. Il n'y a pas de différence significative entre les différentes vagues. C'est une étude que nous avons collectée entre juin et juillet et que nous analysons au mois de décembre.
Donc, dans le cadre des différents piliers, il y a des données diverses et variées et qui illustrent les mécanismes au sein des foyers afin de pouvoir faire face aux différents chocs, les chocs alimentaires. Nous voyons par exemple qu'il y a un accès aux services basiques, mais il y a également le pilier des actifs, des biens notamment. Donc, entre les différentes vagues, nous voyons des différences en termes de résilience. Donc, nous voyons plusieurs changements, panel B et le panel C. Donc, il y a des différences. Donc, le seul choix que nous avons, Annette, est-ce que vous pourriez conclure parce que nous vont dépasser le temps imparti, s'il vous plaît. Donc, ce sont des estimations, des matrix, des mesures de résilience avec les différentes capacités, mais à titre de conclusion, je pense qu'il y a des changements dans le cadre de la résilience entre les différentes vagues. Il y a donc eu des différences en termes de résilience qui sont significatives, mais pas de différence entre la vague 1 et la vague 6. Donc, cette analyse est continue et cohérente avec nos trouvailles. Voilà comme nous construisons ces travaux. De plus, juste pour corroborer avec les travaux que nous avons réalisés, nous avons vu également des chevauchements entre les différents paramètres. Donc, c'est en fait un outil pour catégoriser les différents foyers avec la résilience qui est mesurable. Donc, par exemple, nous sommes capables de pouvoir estimer la capacité à faire face à ces questions. Et lorsque compare, Annette, je suis désolé de vous interrompre, Annette, mais nous devons mettre fin à vos travaux. Nous allons devoir passer maintenant à la prochaine intervention. Désolé, Annette, mais nous allons devoir passer à la prochaine présentation. Merci, merci pour la présentation. Nous allons maintenant passer à Élodie. Élodie, vous avez la parole. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Mon nom est Élodie, je suis économiste au sein du CIRAD et je vais vous présenter un travail en cours sur la résilience des processus alimentaires dans les zones conflictuelles avec mon collègue Prose Binet qui provient du CIRAD et un travail conjoint qui provient du Programme alimentaire mondial. Donc, le travail que nous avons réalisé est basé sur le fait qu'il y a près de 150 millions de personnes qui vivent en insécurité alimentaire, 100 millions qui vivent, 100 millions d'entre eux d'ailleurs vivent dans des zones menacées par des conflits. Alors, la littérature qui sous-tend notre analyse et qui a travaillé sur ses effets sur l'agriculture, nous voyons à ce titre qu'il y a des terres qui sont abandonnées en République de Centrafrique, étude de Blanquespour et le CSAE du 2021. Nous voyons également qu'il y a un changement dans la diversification de l'agriculture avec des agricultures moins risquées au Nigeria, et également une chute du cheptel, du bétail, avec un changement vers des animaux de plus petite taille qui sont moins risqués en termes de gestion. Et maintenant, il y a également une documentation concernant les effets des conflits armés sur la consommation alimentaire sur les individus au sein des foyers. C'est une étude du HFIAS, également sur le régime alimentaire à faibles calories, également la diversité alimentaire, également avec également les problèmes dus aux revenus, pardon. Donc, il y a des travaux sur les questions endogènes, c'est-à-dire la sécurité alimentaire sur les zones sous conflit. Il y a une grande littérature sur ces questions. Mais le point de notre projet au Burkina Faso, c'est qu'en fait, nous ne savons pas grand-chose entre le processus entre les consommateurs et les producteurs et comment le système alimentaire est impacté par le conflit armé.
Et ce que nous recherchons, c'est la manière avec laquelle ces différents systèmes alimentaires sont impactés et l'hétérogénéité de cette. What we see is that Parce que ce que nous voyons, c'est qu'en fait, certaines personnes se maintiennent en activité économique alors que d'autres ne le font pas. Et nous pensons que le concept de résilience est très utile dans le cadre de ces conflits. Nous avons donc un schéma conceptuel pour lier les conflits avec la sécurité alimentaire. Fonctionne avec le système alimentaire, dépendant la nature, l'intensité et la qualité du conflit. Les opérateurs de la chaîne alimentaire ont un impact parfois direct, de manière directe et indirecte, parce qu'il y a également des effets indirects, parce que cela montre qu'il prend parfois un petit peu de temps à affecter l'activité économique, et dans le même temps, cela touche à la capacité des gens à faire face à ces gens absolument dramatiques. Dans la province du Yaga, au nord-est du Burkina Faso, la province de Yaga, très proche de la frontière avec le Niger, ce qui se passe dans cette zone, dans cette province, c'est une augmentation exponentielle des événements violents et également du nombre de morts en 2020 et 2021. Et nous voyons que c'est une augmentation dramatique, énorme, due à une attaque extrêmement violente qui a eu lieu dans le département de Solo. Le deuxième graphe est sur la répartition du nombre de morts selon les 6 départements qui sont au sein de cette province. Donc, cela est lié avec l'augmentation de la violence, du nombre d'événements violents recensés entre 2019 et 2021 dans la province de Yaga. Ces événements sont liés, il faut le dire, à des pillages, des kidnappings, des affrontements, une grande diversité de la violence. C'est qu'en fait, cette violence augmente. C'est l'idée qui sous-tend notre travail. Le programme alimentaire a également des preuves que depuis le début de l'année 2020, cela a augmenté et nous devrions conduire un certain nombre d'expérimentations afin de comprendre ce qui se passe. Donc, ce que nous avons réalisé, nous nous sommes concentrés sur 2 études en septembre de l'année dernière et en novembre de l'année dernière avec des entretiens de producteurs, des commerçants et suite à ces études, avec un nombre total d'environ 300 personnes intervenues dans le cadre de nos travaux. Entre les 2 études, nous avons réalisé des entretiens en tête-à-tête ou par téléphone. Nous n'avons pas pu complètement assimiler ces données. 130 producteurs, 62 transporteurs et des commerçants à hauteur de 93. Donc, des résultats assez diversifiés. Ce que nous avons réalisé, donc, nous avons travaillé sur leur exposition au conflit, la caractéristique, en fonction de leurs caractéristiques et de leur activité économique. Et nous avons mesuré la quantification de leur activité au sein d'une année pour une année. C'était donc une étude en expliquant aux gens, en demandant aux gens ce qu'ils faisaient il y a un an et ce qu'ils font aujourd'hui. Et nous avons réussi à quantifier les changements, 50% en moyenne, 50% en moyenne de baisse de l'activité, mais cette moyenne cache une grande variété entre les populations, entre les communautés. Pour les producteurs, on voit une baisse d'une baisse de 4 hectares à 2 hectares. Et également en termes de production, une forte baisse de 114 à 40 kg et pour les cheptels de 16,3 à 10,4 têtes de bétail également. Également, et les semences, mais et c'est une baisse significative en un an d'observation. Également, comme je l'ai dit, la baisse des cheptels avec l'effet de substitution
livestock and smaller entre les cheptels de grosse taille et les cheptels plus modestes en termes de taille. Concernant maintenant les transformateurs, un nombre moyen de clients qui est passé de 27 à 16. Pour les transporteurs, ce sont les distances moyennes de transport qui sont passées de 277 à 125 km par semaine, un impact dû au conflit. Et si nous regardons ces indicateurs en termes de distance moyenne réalisée chaque semaine, cet indicateur a baissé énormément. Et les commerçants, les intermédiaires, les commerçants ont également montré une activité moyenne couverte qui est passée de 39 à 1,8, dû probablement aux villes à taille moyenne et l'accès à la nourriture et les grandes distances. Donc, il y a différents indicateurs pour les différents opérateurs. Et nous avons également travaillé sur des indicateurs communs au sein de ces opérateurs, le nombre d'heures par semaine qui a évolué au sein de leur activité. Nous voyons à ce titre qu'il y a une baisse en termes de nombre d'heures travaillées par semaine. Nous avons vu une baisse de près de 19 heures par semaine. Elodie, si vous pouviez aller à la conclusion par un souci de temps. Donc, certaines questions qui ont été soulignées afin d'essayer de diminuer l'effet négatif, travailler en réseau notamment. Et ce que nous avons découvert, il faut comprendre qu'avoir un réseau large a un effet réducteur sur la baisse du nombre d'heures travaillées. Mais cela n'est pas toujours lié en termes d'effet réducteur. Et il se trouve que les gens qui sont les plus riches sont les plus impactés parce qu'ils sont probablement plus ciblés par les attaques dont nous avons parlé, mais nous devons continuer à travailler sur cette question pour mieux les comprendre. En conséquence, voilà ce que nous avons pu constater et ce sur quoi nous travaillons. Nous sommes convaincus. Nous devons également comprendre pourquoi certaines personnes sont capables de se maintenir dans l'activité économique et la prochaine étape sera de travailler sur l'intervention les plus importantes que nous pourrons mettre avec le Programme alimentaire mondial afin de sécuriser leurs activités et d'évaluer l'impact de cette intervention. C'est donc une recherche évolutive car les éléments changent. Les questions d'aide alimentaire et de transfert de trésorerie. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la prochaine présentation avant de prendre une petite pause pour les questions. Vincent, vous avez la parole, cher Vincent. Mon nom est Vincent Allelu et je travaille avec la recherche internationale sur les cheptels et bétail, Nairobi, Kenya, avec mes collègues Kelvin Shikoku et Walson Lepareya et Rupsha Banjani. Nous essayons de comprendre les chaînes de transmission des risques de sécheresse au sein des foyers pastorales. Nous savons que la communauté pastorale en Afrique est affectée par plusieurs et le choc climatique, et notamment la sécheresse, est le plus sévère. Et à ce titre, au nord du Kenya, nous voyons que presque 15% de pertes qui ont été, environ 50% des pertes en termes de cheptel sont causées par les sécheresses. Et en conséquence, le taux de pauvreté augmente, l'insécurité alimentaire et également les risques de malnutrition augmentent également. Ainsi, il y a eu énormément d'efforts pour solidifier la résilience et de faire face à la vulnérabilité de ces situations de fragilité qui se concentrent sur des informations les plus précises possibles et des actions anticipatrices. D'ailleurs, mon collègue Banerjee a travaillé sur ces recherches. Mais malgré cela, les mécanismes
dues au risque de sécheresse affectent les foyers les foyers pastoraux des éleveurs, et l'impact sur ces foyers d'éleveurs de bétail, de cheptel n'est pas encore complètement connu et compris. Donc, le risque de sécheresse ne sont pas toujours bien connus. Donc, dans ce travail, nous avons un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif est de travailler sur la dynamique temporelle et spatiale dans la production laitière, les situations également de forage et les capacités et les possibilités, les disponibilités d'eau de pluie et de traitement des eaux de pluie, de disponibilité. Lorsque l'on parle également de fourrage, disponibilité de fourrage pour les cheptels à être utilisés dans l'industrie laitière. Le fourrage est donc extrêmement important dans les activités fourragères. Donc, les relations, l'évaluation des relations entre la disponibilité des eaux de pluie et la pertinence des milk and also dietary diversity. So in terms of data and methods, how do we go about nous it? travaillons sur l'impact. Maintenant, concernant nos données et les méthodes sur lesquelles nous travaillons sur des études hebdomadaires qui se concentrent sur deux zones, une au nord du Kenya et une autre au sud de l'Éthiopie, avec des foyers qui sont avec donc des foyers quatre foyers sentinelles, qui prennent en ligne de compte 8 foyers au sein de ces questions de travail, avec un certain nombre de critères d'inclusion. Les personnes qui possèdent des cheptels, qui ont au moins un enfant de moins de 5 ans, une collecte de données sur 52 semaines, mars 2021, avril 2022, utilisant des techniques de collecte de données à travers une application de téléphone portable que l'on appelle CASNet. Également, nous travaillons cette application CASNet. C'est en fait une application que nous utilisons pour faire des petites enquêtes, des petits sondages, en prenant en ligne de compte la contrainte chronologique et spatiale. Nous utilisons également des analyses descriptives pour examiner, travailler tendances et sur les variables clés. Et nous travaillons également sur les questions de forage et de disponibilité des eaux de pluie également. En termes d'estimation, nous utilisons des instruments qui sont fixes avec des variables de 2 SLS dans le cadre de nos travaux afin de travailler sur la pertinence des effets du fourrage et de la production et la consommation alimentaire. Notre formule d'estimation que vous avez à l'écran, elle est expliquée assez rapidement, où vous avez les résultats disponibles. Nous avons la production laitière, nous avons la consommation et nous avons également les aspects de la variété du régime alimentaire. Et d'ailleurs, nous avons également la disponibilité du fourrage, disponibilité également des eaux de pluie comme instrument dans le cadre de la production laitière. Donc, nous avons observé plusieurs aspects très importants. Je vais en mentionner quelques-uns en termes de besoins. Nous avons observé quelques indicateurs clés avec un impact sur la nutrition, environ une dizaine de points, de variables, une dizaine. La répartition en Éthiopie, la production laitière, donc la taille des cheptels, des troupeaux. Nous voyons que la plupart de ces foyers, concernant la consommation de lait chez les femmes, atteint près de 60, parmi les enfants, près de 70. Donc, ce sont des exploitations agricoles où le lait fait partie d'un élément principal du régime alimentaire.
Ainsi, lorsque la sécheresse affecte ces populations, la plupart des foyers utilisent le lait. Voilà pourquoi la consommation parmi les enfants est tellement élevée. En termes de tendance, nous avons observé certaines tendances. La plus intéressante, c'est la disponibilité des eaux de pluie, également la consommation Availability is rising. produits. Donc, les tendances au sein des foyers de consommation de lait, la disponibilité des fourrages, de l'eau de pluie. Non, étant donné que nous utilisons ces outils, cette méthode variable, nous devons avoir une méthode qui soit valide pour appliquer cette méthodologie. Ainsi, nous avons démontré que nos instruments qui It's high est statistics. tout à fait valide dans le cadre de nos travaux avec une statistique, c'est la valeur F. La disponibilité des eaux de pluie a un impact sur ces questions, bien évidemment. Il y a également une augmentation de la disponibilité des eaux de pluie, 0,3%, ce qui est très important. Et ces statistiques, Vincent, je vais vous demander de passer à la Sorry. plaît. Great, great. I'm headed there. So if you look at the outcome, Donc, si vous regardez également, nous notons à travers cette diapositive qu'il y a un impact positif sur la production laitière et la consommation. Ainsi, la disponibilité de fourrage et d'eau de pluie a un effet sur l'augmentation de la consommation et l'habilité de toutes ces questions peut également avoir un effet sur le bien-être. Donc, voilà donc certains des points les plus importants. Très important également d'avoir accès à ces questions de cheptel, de bétail également. Et un autre point qui est très intéressant, c'est que si nous augmentons l'investissement avec la collecte de données, nous allons people who are living in areas dans le cadre des contextes les plus fragiles. Et cette méthode est très intéressante. Donc, un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite pause maintenant. Merci beaucoup à Annette, Elodie et Vincent. Merci beaucoup pour votre présentation extrêmement riche et tellement prenante. Je ne sais pas s'il y a des questions de clarification. Une question sur Vincent. La question est quel type, vous prenez en compte quel type de lait, s'il vous plaît? Le lait sont des quantités produites au niveau des ménages, des fermes. C'est un lait de vache et parfois de mouton. Une deuxième question, la disponibilité des eaux de pluie est une variable précise, mesurée ou autre. Nous utilisons une évaluation subjective, ce qui est tombé depuis 7 jours avant notre évaluation. Merci, Vincent. S'il n'y a pas d'autres questions, il y aura des questions et réponses à la fin, mais nous allons donc passer outre. Je demande à tous les présentateurs de rester en ligne parce qu'il y aura par la suite des questions sur vos présentations. La prochaine intervention est de la part de Naomi du University College à Londres. Merci de me donner la possibilité de faire une présentation aujourd'hui. Le rapport que je fais vient de la part d'une équipe multidisciplinaire, de la pluridisciplinaire, de la part de plusieurs écoles anglaises, avec l'aide de mes collègues Tom Tiberlek et Sujan Sapkota qui ont tellement bossé pour m'aider à faire la présentation. Le projet s'appelle Micropole. On mesure la contribution de la pollinisation au régime alimentaire dans les régions montagneuses du Népal. Les carences en micronutriments sont très répandues au Népal. Chez tous les niveaux de revenus, on voit que dans le contexte du changement climatique, les pollinisateurs indigènes
sont menacées et cela réduit la production de légumes, légumineuses et fruits riches en micronutriments. Tant à mesure que la production agricole baisse, on voit que l'achat d'aliments pauvres en micronutriments comme les frites, les nouilles, le riz qui n'est pas complet, et cela augmente. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une action appropriée, mais afin de le faire, il faut connaître la contribution de la pollinisation au régime alimentaire. Nous avons mené une étude dans la région du nord-ouest du Népal, à Kumla. Voici les 10 sites où nous avons mené notre étude entre 2300 et 3000 mètres d'altitude. Il y a deux éléments principaux, deux volets principaux. Dans le volet écologie, nous avons formé des assistants à faire des enquêtes dans les 10 villages pour associer les types d'habitats pour toutes les plantes qu'ils trouvaient, pour les associer aux pollinisateurs qui les visitaient. Et puis, à la fin de cette saison, en novembre 2021, nous avons entamé un nouveau travail où on fait des récapitulatifs de régime alimentaire avec 726 participants. Au sein de chaque ménage, nous essayons de comprendre des femmes, des hommes, des filles adolescentes et des enfants en dessous de 5 ans. Qu'est-ce qu'on a trouvé jusque-là? Nous avons vu qu'il y a toute une gamme de récoltes nutritives, surtout l'haricot jumelé. Nous avons vu qu'il y a une diversité d'insectes pollinisateurs qui sont très importants pour les récoltes, mais l'abeille prédomine et cela nous montre la vulnérabilité des récoltes avec des baisses de population d'abeilles. Là, la pomme dépend des abeilles, tandis que le cueilleur dépend de mouches pour la pollinisation. Il nous faut une diversité et de plantes et de pollinisateurs pour maintenir les nutriments. Mes collègues ont su construire des diagrammes de réseau. Vous voyez au fond qu'il y a plus de 250 espèces de plantes. En rouge, vous voyez les récoltes et en noir des plantes non cultivées. On voit par exemple que l'abeille peut venir sur une plante de moutarde ou un légume à feuilles vert foncé ou une pomme, mais les abeilles dépendent aussi de plantes sauvages, non cultivées. Et ça montre qu'il faut une grande diversité. Il faut tout un réseau de plantes sauvages pour soutenir ces abeilles qui pollinisent, sont pollinisateurs des récoltes. Parlons maintenant des récapitulatifs des régimes alimentaires. N'oubliez pas que ceci continue toujours. Nous ne connaissons pas la teneur en nutriments de tous ces aliments, mais on l'aura plus tard. Là, je vous montre la fréquence des types d'aliments qu'on a enregistrés depuis 6 mois, près de 68 000 éléments alimentaires dont on a parlé. À 44%, il y avait des céréales et les pommes de terre également prennent leur part assez grande. Les légumineuses sont très importantes et elles sont bien sûr
pollinisés par des insectes. Très peu de viande ou animale ou de produits laitiers sont consommés. Quels sont qu'est-ce qui est pollinisé par des insectes? À peu près 25% des aliments consommés ont été pollinisés par des insectes, dont la majorité écrasante était des haricots jumelats. Pour chacun des groupes de répondants, la proportion de fruits et de légumes est très basse et dépend des saisons. Nous espérons maintenant voir une explosion de la consommation des récoltes pollinisées par des insectes. Quand nous avons commencé au mois de novembre, on consommait encore des cailloux, des pommes, des courges, mais au fur et à mesure que l'hiver, ça a baissé et nous espérons que ça va reprendre bientôt. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette information? Nous avons déjà le diagramme qui montre comment les pollinisateurs visitent les différentes récoltes. Nous espérons par la suite voir comment ça augmente la part de nutriments dans les récoltes. Et aussi, il faut voir l'effet du changement climatique sur la disponibilité des micronutriments et la disponibilité des pollinisateurs. Ma conclusion, nous avons trouvé que les aliments pollinisés par les insectes sont essentiels à la suffisance alimentaire dans ces zones du Népal. Nous recommandons donc de promouvoir une agriculture qui pense au changement climatique avec une pollinisation gérée par l'agriculture et la préservation des habitats. Il faut améliorer les choix alimentaires par des changements sociaux et de comportement. Et bien sûr, il faut un plaidoyer pour l'atténuation du changement climatique. Et en conclusion, j'aimerais remercier toute mon équipe merveilleuse. Merci à vous. Merci, Naomi. Une présentation vraiment très claire. Je suis persuadée qu'il y aura beaucoup de questions un peu plus tard. Passons maintenant à la prochaine présentation de Christian. Bonjour. Quel plaisir d'être ici. La présentation de Naomi était merveilleuse, mais je prends la relève, la mienne. Je m'appelle le docteur Christian Reynolds. Je suis au Centre de la politique alimentaire à l'Université de City à Londres. Beaucoup de collègues ont contribué à cette comparaison des gaz à effet de bases de données de gaz à effet de serre en utilisant des codes Foodex. J'ai beaucoup travaillé sur le gaspillage alimentaire et ce que je présente aujourd'hui est un travail en continu. Nous avons déjà présenté une première version en 2018-2019 et plus récemment, nous avons présenté sur comment utiliser l'intelligence artificielle et le traitement automatique des langues. Quel est le problème? Par rapport à la durabilité, il y a un manque de bases de données comparables par rapport au GES parce qu'il existe multiples bases de données. Par exemple, une base de données qui existe au Royaume-Uni s'intéresse à la production au Royaume-Uni. Il y a une autre qui existe pour l'Union européenne et il y en a plein d'autres. Mais pour chacune de ces bases de données, il y a un nombre restreint d'aliments. Ceci se passe depuis 2010 à peu près. Lorsqu'on les fait correspondre aux bases de données alimentaires pour comprendre l'empreinte alimentaire de chaque personne, ça prend du temps parce qu'on est obligé de chercher dans les deux types de bases de données. Pourtant,
nous avons eu l'idée d'utiliser des bases de données linguistiques qui existent déjà, dont Foodex2. Et la grande question à laquelle nous nous sommes adressés, c'est peut-on utiliser le système Foodex d'associer les bases de données à GES aux données alimentaires. Et si nous réussissons à le faire, quelle en est la fiabilité? Si nous faisons la comparaison entre des bases de données GES différentes. Donc, nous cartographions des bases de données différentes GES aux bases de données alimentaires. Qu'est-ce que c'est que le Foodex2? Il s'agit d'un système de classification et de description des aliments qui utilise, il s'agit d'une structure hiérarchique clairement définie. Un aliment repose dans un seul groupe, c'est la première partie, la pyramide, puis ça descend avec des termes non spécifiques ou génériques. Il existe 21 groupes alimentaires en total pour 4558 codes Foodex2. En haut à droite, vous voyez l'exemple des grains différents. Le système Foodex2 a été adopté par la base de données globale alimentaire. En voici un exemple. Chacun des éléments que vous voyez dispose de son code spécial. Par exemple, à droite, code pour la production organique ou mais Foodex2 est lié à beaucoup de jeux de données globaux alimentaires. 33 pays l'utilisent pareil pour les bases de données européennes de consommation alimentaire. Et comme ça, si cela marche, nous pouvons fournir des impacts environnementaux très facilement. Ça nous sauvegardera beaucoup de temps, n'est-ce pas? Prenons maintenant l'une des grandes bases de données faite en 2018 par Porenemchek, qui a fait une méta-analyse de 43 catégories alimentaires pour trouver les effets par rapport au CO2 et qui a fourni des intervalles de confiance pour chacun d'entre eux. On voit les intervalles de confiance de 5% et de 95%. Nous avons associé les 43 catégories alimentaires aux 4558 codes Foodex2. Par exemple, les pains associés aux graines. Et nous allons maintenant faire référence à la base de données CITI. Nous ne sommes pas seuls à faire ce travail. Sharp a utilisé 945 catégories alimentaires pour Foodex2, Rose et Heller 608 et Garzilo 329 dans leur base de données. Donc, nous pouvons maintenant faire la comparaison entre les différentes bases de données. Voici la comparaison des corrélations entre notre base de données et les autres. La base de données Sharp a la corrélation la plus forte à la nôtre par rapport à Garzilo à un chiffre beaucoup moins grand. Maintenant, je vous montre comment voir la complexité de ces bases de données. Il ne me reste que quelques diapositives. Je peux vous dire
que sur 469 éléments alimentaires, 44% étaient dans l'intervalle de confiance de entre 5 et 95%. En termes pratiques, on voit par exemple que pour City, le bœuf, ça constitue 95% de l'empreinte, tandis que pour Schultz, ça signifie 87%. Il y a de grandes différences avec une salade de brocoli. Il y a aussi de grandes différences. Il nous faut donc continuer notre examen de ces bases de données. Je vous laisse là, mais j'attendrai avec plaisir vos questions. Merci de cette présentation très claire et très intéressante. Et maintenant, la dernière présentation de cette session qui sera présentée par Lilia. Merci. Une petite seconde, le temps de partager l'écran avec vous. Merci à tout le monde d'être présent. De la part de mes co-auteurs, je vous remercie. Il s'agit d'une revue de l'exposition aux pesticides. Les pesticides sont très répandus dans l'agriculture et dans les milieux résidentiels globalement. Dans les pays à revenus élevés, on voit qu'une exposition prénatale aux organochlorés est associée à des effets à la naissance adverses. Mais ce n'est pas pareil pour les organophosphates. Pourtant, dans des pays, ceci n'a pas été synthétisé sur tous les pays concernés. Notre but a été de revoir et de synthétiser les preuves reçues sur les associations entre l'exposition aux pesticides et les naissances. Nous avons cherché dans 10 bases de données électroniques dès leur inception en novembre 2021 sans aucune restriction de langue. L'étude a été réalisée dans un pays à revenus faibles et intermédiaires et des enfants de moins de 5 ans. Nous avons évalué une exposition se déclarée ou mesurée avant la naissance ou après la naissance aux pesticides. Nous avons mesuré au moins une mesure anthropométrique de la croissance linéaire ou pondérale d'un enfant et nous avons enquêté un des 6 résultats à la naissance. Nous avons, par rapport à nos critères d'exclusion, dans un pays à revenus élevés, nous avons évalué des enfants de plus de 5 ans. Nous avons fait des études de filets imprégnés d'insecticides contre le malaria. Nous avons analysé les données par rapport au type de pesticides et par rapport aux résultats. Nous avons résumé les preuves sur les résultats ajustés ainsi que les mesures d'effet déclarées par les auteurs. La méta-analyse n'a pas été réalisée à cause de l'hétérogénéité. Le risque de partialité et la qualité des preuves a été évalué en utilisant un grade. Et maintenant, je passe aux résultats. Nous avons identifié 929 dossiers à partir de 10 bases de données basées sur des abstraits. Finalement, en faisant des exclusions, nous avons réussi à avoir 31 articles. Où avons-nous fait ces études? Dans 16 pays que vous voyez ici, par ordre alphabétique, du Vietnam à l'Argentine. En Chine, la participation a été forte avec 11 études. Toutes les études ont été publiées entre 2003 et 2022. Par rapport à la conception de chaque étude, il y avait des études observationnelles, dont 20 transversales.
par rapport à l'évaluation de l'exposition, il y a 23 études avec biomarqueurs et 8 qui ont été autodéclarées. À droite, à partir des études, la moitié des biomarqueurs ont utilisé le sang, 8 ont utilisé l'urine, d'autres ont utilisé le lait de allaitement. Type de pesticides évalués. Pour la plus grande part, c'était des organochlorés, ensuite des organophosphates, des pyrétrinoïdes, des carbamates et 4 qui n'ont pas été spécifiés. Les études ont demandé avez-vous eu une exposition aux pesticides depuis 1 an, par exemple. Les résultats évalués étaient très divers. Le plus fréquemment, le poids à la naissance a été signalé. Ensuite, dans 9 études, le poids à la naissance en dessous de 900 grammes a été signalé. Il y a 2 conclusions principales. Nous avons trouvé des associations mélangées entre une exposition aux pesticides prénatale et le poids et la taille à la naissance. L'exposition aux organochlorés, organophosphates, pyrétrinoïdes, carbamates, nous ne savons pas si ça peut impacter sur le poids et la taille d'un enfant à sa naissance. La deuxième conclusion, c'est qu'une exposition prénatale à 1 degré de pesticides peut être associée à un poids à la naissance en dessous de la norme. Quelles ont été les limitations de notre étude? Beaucoup d'études risquaient une certaine partialité parce que les réalisateurs n'étaient pas certains de leurs preuves. Il y avait par exemple une image de la toxicologie non complète, une exposition évaluée à un seul moment pendant la grossesse. Il n'y a eu aucune étude en Afrique subsaharienne, en Amérique centrale, aux Caraïbes, en Asie-Pacifique. La taille des échantillons a été très petite. Les participants ont été recrutés à un seul endroit. Les analyses des sous-groupes n'ont été faites que par le sexe des enfants et les impacts causatifs n'ont pas été examinés. Pour la plupart, les analyses n'ont pas été ventilées par plusieurs facteurs. Il s'agissait bien sûr d'études observationnelles, donc on n'a pas pu parler des impacts causatifs sur les naissances. Voici nos conclusions. On a repéré des associations mélangées entre l'exposition aux pesticides prénatales et la croissance des enfants en dessous de 5 ans dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Il faut davantage d'études avec une toxicologie complète des pesticides répartis dans ces pays pour évaluer une exposition chronique ou aiguë dans des populations comparables de femmes enceintes et d'enfants afin de mieux comprendre si et comment les pesticides peuvent influencer la croissance des enfants. Je voudrais reconnaître le financement de la part du conseil différents qui nous ont fourni une aide financière. Merci à vous. Merci, Lise. Alors, nous avons écouté les 6 présentations. Merci à tous les intervenants. Toutes les présentations ont été très intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Si on peut aller jusqu'à 16h30, on peut répondre à toutes ces questions, je pense. La première question est pour Naomi. Quand vous collectez les données sur les pollinisateurs, avez-vous remarqué
évoqué l'utilisation des sols autour. Vous avez peut-être commencé à y répondre dans le chat, mais allez-y, s'il vous plaît. Ce qu'on a fait, c'est Tom a utilisé Google Maps pour mettre les villages autour de notre site dans 3 catégories, sol cultivé, sol non cultivé et les lieux où l'on résidait. On a essayé de couvrir tous les endroits où les pollinisateurs, des fois, ils sélectionnaient quelque part qui se trouvait sur une falaise. Il fallait donc aller un peu plus loin pour trouver un site où l'on pouvait faire collecter les données. Une deuxième question pour vous, Naomi, sur les informations sur la collecte de données. Pouvez-vous nous en donner une vue d'ensemble? Ce que nous avons fait dans l'étude, c'est d'utiliser des modèles alimentaires en collectant les données. On a un pot de riz coloré et de pâtes à chapati et part avec, et quand le répondant dit qu'il a mangé tel ou tel aliment, l'enquêteur pèse des quantités de l'aliment et le répondant lui dit d'arrêter quand c'est la quantité qu'il a mangé. Et on fait ça par type d'aliment. Comme ça, nous pouvons calculer la teneur en nutriments de chaque aliment. Et nous collectons aussi des facteurs de conversion. Il s'agit d'un travail très méticuleux, vraiment méticuleux. Merci de nous expliquer cela. Christian, question pour vous. L'un des participants veut savoir si l'association manuelle que vous avez fait est disponible actuellement ou si vous allez la publier plus tard. Merci. Nous allons publier cette information. Nous avons maintenant 5 bases de données GES et à la fin, nous allons publier notre propre méthode et la variabilité entre toutes les bases de données. Si cela vous intéresse, contactez-moi. Je peux vous parler. Je peux vous dire qu'à cause des différentes présomptions faites par chaque base de données, il existe des différences fondamentales entre les bases de données. Mais il y a des éléments dans chaque régime qui causent beaucoup de GES et le niveau de cet impact est le plus important. Et la chose la plus intéressante du point de vue nutritionnel, c'est que moins de 5% de votre régime peut avoir un fort impact par rapport au GES. Le beurre, par exemple, peut avoir un grand impact, bien que pour une toute petite quantité. On voit que l'impact peut changer selon la quantité de beurre mangé. Merci. Je pense que j'ai reçu toutes les questions. Les organisateurs, les intervenants nous disent dans le chat comment accéder à leur présentation et vous pouvez les contacter par notre site web ANH. Donc, s'il n'y a plus de questions, je remercie tous les intervenants de leur travail. Je vous applaudis tous. Bien fait, chapeau. Merci d'avoir été présent où que vous soyez et bonne journée ou soirée. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Au revoir. Merci, Megan Amar. Merci à tous les intervenants.